Pour la question 2, donc une fois qu'on a démontré l'égalité, alors on est vraiment sur une question assez classique d'analyse. Il faut démontrer que IN c'est 1 moins ln de 2 sur n plus un petit o de 1 sur n. Ce qu'on veut ici, en fait, c'est quoi? Bah, on veut étudier la suite IN, donc le terme général de la suite IN. On veut non seulement en déduire sa limite, mais on veut savoir comment, en fait, on veut un développement limité hein, de IN. Donc on veut un développement limité, c'est-à-dire donc là à l'ordre 1 entre guillemets, donc avec un petit taux de 1 sur n. Donc la valeur de la limite ça va être 1, moins ln de 2 sur n, donc moins ln de 2 fois 1 sur n, plus un petit taux de 1 sur n. Donc ce qu'on veut savoir, c'est voilà, obtenir ce développement limité là, de yen. On veut savoir quel est le comportement quand n tend vers plus l'infini du terme général de la suite in. Alors, pour démontrer ceci, on peut être un petit peu, au départ, je dirais, pas savoir comment, par quel bout prendre les choses. Alors, le bout le plus simple, la façon la plus simple de prendre les choses, c'est de se dire, bah, puisqu'on veut démontrer cette égalité-là, avec les développements limités, vous avez le droit de faire en particulier des additions, des soustractions. Et donc l'idée, c'est tout ce qui n'est pas en petit o de 1 sur n, vous le passez à gauche. Et donc on va calculer in moins 1 plus ln de 2 sur n. Alors c'est pas exactement ce que j'ai fait là, mais ça revient exactement au même. Si on calcule in moins 1 plus ln de 2 sur 1 sur n, alors le in, je remonte un petit peu, voilà, le in est ici. Il faut utiliser évidemment l'égalité qui est là, parce que dans l'égalité qui est là, on voit apparaître le ln de 2 sur n, donc évidemment elle est utile. Quel est le lien entre in et cette égalité? Eh bien, le lien, on le voit surtout dans l'intégrale de gauche, puisque dans l'intégrale de gauche, on a le même dénominateur que pour in. Et donc là, quelle est l'idée? Eh bien, l'idée, puisqu'on a du x puissance n, du 1 plus x puissance n, on peut se dire qu'au numérateur, on peut écrire x puissance n plus 1 moins 1. Voilà l'idée. Et le plus 1 moins 1, alors qu'on fait plus 1 et moins 1, alors le moins 1 va faire apparaître moins 1 sur 1 plus xn, donc ça va faire apparaître in. Et si on a xn plus 1 sur 1 plus xn, ça vaut 1, et l'intégrale entre 0 et 1 de 1, ça vaut 1, et donc le 1 il vient d'ici. Alors je vais présenter les calculs un tout petit peu de façon différente, mais ça revient au même. Donc j'ai regardé l'intégrale de 0 à 1, donc je suis parti du membre de gauche, voilà, de l'égalité qui est ici. Donc je pars de là, xn, et donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté 1 et soustrait 1. Donc j'ai fait très rapidement pour écrire l'égalité qui est là, donc au numérateur bien sûr j'ai écrit x puissance n plus 1 moins 1. Et donc ça vaut 1 moyenne. Donc finalement in ça vaut, bah, pour le réécrire autrement, 1 moins ln de 2 sur n, et en utilisant l'égalité qui est au-dessus, donc le 1 il vient du 1 plus xn, pardon, qui est ici. Ah, je vais y arriver, voilà. 1 plus xn sur 1 plus xn, c'est ce que j'expliquais. Il va y avoir ensuite moins 1 sur 1 plus xn qu'on intègre, et le moins 1 sur 1 plus xn qu'on intègre, ça c'est... attendez. J'ai pris les choses dans le mauvais ordre. Pour expliquer, le... le moins 1 sur 1 plus xn, cin. Oui, voilà. C'est le xn qui est au numérateur, pardon, ce sera plus clair. Le xn qui est au numérateur, on fait apparaître l'intégrale qui est au-dessus. Et donc l'intégrale qui est dans l'encadré ici, on la remplace par sa valeur, et donc on a une certaine égalité là. Voilà. Donc l'égalité, je vais l'encadrer peut-être pour que ce soit plus clair. Donc l'égalité dont je parle, c'est ça qui est égal à tout ça. Une fois qu'on est arrivé là, bon, peu importe la façon, comme je disais, le plus simple est peut-être de partir de la première, de ce qu'on veut ici, et puis de tout passer à gauche, bon, sauf le petit o, évidemment.
Bon, une fois qu'on est là, de toute façon, on se rend compte que la difficulté, c'est de démontrer que le morceau qui reste à droite, c'est-à-dire de démontrer que le 1 sur n intégral de 0 à 1 de ln de 1 plus xn dx est un petit taux de 1 sur n. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un petit taux de 1 sur n? Il faut avoir les deux visions. Pour démontrer que quelque chose est un petit taux de 1 sur n, ça veut dire que quand on le divise par 1 sur n, ça doit tendre vers 0. Donc c'est-à-dire que quand on le multiplie par n, ça doit tendre vers 0. Donc c'est ce que je fais, je multiplie par n, et donc le 1 sur n disparaît, et donc l'intégrale doit tendre vers 0 quand petit n tend vers plus l'infini. Donc en fait on est ramené à ce problème-là. Voilà. Sinon la deuxième vision du petit taux de 1 sur n, il faut se dire aussi qu'un petit taux du 1 sur n, c'est 1 sur n fois epsilon n avec un epsilon n qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc retour là aux définitions des petits taux. Donc comment démontrer que l'intégrale tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini? L'erreur à ne pas faire, c'est de dire que la limite de l'intégrale, c'est l'intégrale de la limite. Ça, vous n'avez pas le droit de le faire sans justification, mais pour le moment, vous n'avez pas les outils pour faire ça. Ça, c'est ça le programme de SP. Donc il faut trouver la limite de l'intégrale. Et pour trouver la limite de l'intégrale, une fois de plus, il faut majorer. Alors majorer en valeur absolue s'il y a des problèmes de signe, mais là tout le monde est positif, donc il n'y a aucun souci. Donc il faut majorer l'intégrale. Pour majorer l'intégrale, on majore la fonction qui est dedans, et on a une majoration classique de ln de 1 plus xn par x puissance n. Ln de 1 plus u est majoré par u sur R plus étoile tout entier. Donc une fois qu'on a cette majoration-là, on fait apparaître, comme on avait déjà vu en cours, en TD ensemble, un certain xn ici, et l'intérêt des fonctions polynomiales de ce type-là, c'est que quand on les intègre, il y a du n qui apparaît au dénominateur. Et donc là, l'intégration, bon, le calcul a été fait très rapidement, c'est du 1 sur n plus 1, et donc ça tombe bien vers 0. Donc avec un grand coup de théorème des gendarmes, l'intégrale entre 0 et 1 de ln de 1 plus xn dx tend vers 0. Donc 1 sur n fois l'intégrale, c'est bien un petit taux de 1 sur n. Et donc in moins le reste est bien un petit taux de 1 sur n. Donc pour l'exercice 8, alors en fait la formule qui est ici, c'est une intégrale à gauche, une somme à droite et plus ou moins une intégrale. En fait c'est une généralisation de la formule d'intégration par partie. Et donc pour démontrer cette généralisation, formule d'intégration par partie, eh bien, puisque ce sont des fonctions de classe Cn, je pense qu'assez naturellement, on peut voir que si n est égal à 1, dans la somme ici, on va de 0 à 0, donc on a un seul terme en fait. Et donc on a quoi? Eh bien, on a f dérivé 0 fois, et g dérivé aussi 0 fois, puisque n-1 est égal à 0. Donc voilà, et donc on a fg pris entre a et b, et quand n vaut 1, on a donc moins l'intégrale de a à b de f'g, donc on retrouve la formule d'intégration par partie quand n est égal à 1. Donc c'est une généralisation de la formule d'intégration par partie. Ça dépend des classes des fonctions, et donc on va démontrer ça par récurrence. Alors la difficulté, je pense, c'est de bien écrire la propriété de récurrence et bien l'utiliser dans l'hérédité. Alors, bien l'écrire, c'est pas si dur que ça, puisque en fait il faut reprendre l'énoncé. Donc si f et g sont deux fonctions de classe Cn, donc on reprend l'énoncé sur AB, alors eh bien, on a l'expression de l'égalité là, qui est donnée au-dessus. Donc, écrire la propriété, ça va. L'initialisation, donc comme je disais, c'est le cas n égale 1, c'est l'intégration par partie, on peut passer très rapidement, elle est assez évidente. L'hérédité, donc il faut supposer la formule vraie au rang n. Ça, donc on suppose que Pn est vrai en fait. Et puis, alors attendez, il y a quelqu'un qui lève la main. Oui, c'est sûr. Est-ce que pour l'hérédité, faut faire comme pour le théorème avec le reste intégral, C'est-à-dire, euh, quand on fait une IPP et à la fin on trouve ce qu'il faut pour rajouter à la somme et à l'intégrale et on trouve les bonnes choses pour faire n plus 1. je suis désolé, je comprends pas bien ta question. Parce que,
Je l'ai fait hein, dessous, hein, t'inquiète pas, hein, si c'est Ah, ça. ok, Ouais, ok. ouais, je vais venir. Oh, bah alors je les Ouais, refais. voilà, puis, ouais, ouais, ok. Donc, non, j'ai rédigé, hein, voilà. Par contre, oui, il faut bien écrire le début, c'est-à-dire que, bon, l'hérédité, on suppose la formule vraie au rang n, bon, ça, il n'y a aucune difficulté. Et après, il faut être assez rigoureux, donc il faut dire que on veut démontrer que Pn plus 1 est vrai. Et Pn plus 1, c'est quoi? C'est une implication, puisque dans Pn plus 1, on a si alors. Donc, si on veut démontrer Pn plus 1, il faut bien supposer que ce qui est après le si et avant le alors est vrai. Donc il faut supposer que f et g sont deux fonctions de classe Cn plus 1. Donc là, c'est ce que j'ai écrit. Il faut bien rédiger là, proprement. Donc écrire si f et g sont de classe Cn plus 1, alors. Alors quoi? Bah alors évidemment, nous on veut démontrer l'égalité qui est là au rang n plus 1. Donc avec f et g dérivé n plus une fois. On doit utiliser évidemment l'hypothèse de récurrence, mais donc pour deux fonctions de classe Cn. Et la question c'est qui est de classe Cn? Alors f étant de classe Cn plus 1, elle est de classe Cn, c'est évident. G aussi, mais on ne peut pas l'appliquer à f et G, l'égalité là. Donc il faut l'appliquer à qui? En fait, il faut une fonction de classe Cn, et donc l'idée c'est de considérer que G' est de classe Cn, puisque G est de classe Cn plus 1, G' est de classe Cn. Donc l'idée et la difficulté, c'est de penser à appliquer l'hypothèse de récurrence à f et à g'. Donc c'est vraiment une récurrence sur laquelle vous ne pouvez pas dire oui, oui, c'est évident, quoi. Non, non, il faut la rédiger proprement, cette récurrence-là. Il faut savoir faire ça proprement. Et donc le proprement, c'est faut clairement dire à un moment donné que f et g' sont de classe N. Donc f et g' sont de classe N, on applique l'hypothèse à f et g'. Voilà. Donc là, c'est ce que j'ai écrit. On applique l'hypothèse à f et à g', donc c'est bien g' dérivé n fois. J'ai mis de g' partout à droite. Voilà, j'applique l'hypothèse. Ça équivaut, j'aurais pu mettre donc, hein, c'est peut-être pas idéal là, mes équivalents. J'aurais pu dire ceci est vrai, donc, ouais, je modifierai aussi là, mes équivalents en écrivant donc. Voilà, je prenais une petite note. Et donc, bah là, j'ai tout simplement remplacé, excusez-moi, ça a sauté. J'ai tout simplement remplacé pour arriver donc, sur l'égalité ici, g' dérivé n fois par g dérivé n plus une fois. Là, de même, et puis là, de même. Mais en même temps, en faisant dans cette intégrale-là, à nouveau une intégration par partie, puisque à la fin, on veut arriver à la dérivée n plus unième de f. Donc là, il faut justifier proprement l'intégration par partie. Je l'ai fait sur voilà, l'IPP ici. Donc j'ai justifié. Alors que fait-on ici? Eh bien la fonction f, elle va être dérivée. Donc c'est bien f dérivée n fois. Pardon, f dérivée n fois va être dérivée. Donc c'est f dérivée n fois qui est de classe Cn plus 1. Et qui est de classe C1, excusez-moi. Et g qui est de classe C1 aussi. Voilà. Donc on va dériver cette fonction-ci. On va dériver f dérivée n fois. Et on va déterminer, prendre une primitive de g', donc tout simplement g. Donc dans cette intégrale-là, on effectue à nouveau une intégration par partie. Ce qui fait qu'on fait apparaître une nouvelle constante ici, la valeur de la dérivée énième de f fois g pris entre a et b. Ce terme-ci, quand on compare avec les termes qui sont dans la sommation là, c'est exactement la valeur d'une expression ici, mais en remplaçant petit k là et là par petit n. Donc en fait, on peut le terme constant ici rentre dans la sommation, et puis il nous reste l'intégrale. Donc il faut faire attention au signe, mais il y a un moins 1 puissance n fois moins l'intégrale, le moins venant de la formule d'intégration par partie. Donc on a bien un moins 1 puissance n plus 1 qui apparaît, et fois l'intégrale, et donc on a bien démontré la formule au rang n plus 1. Je n'ai pas écrit la conclusion, hein. La formule est vraie pour tout n. Enfin, ouais, je réponds. Cyriac, peut-être non, je termine et puis après je réponds aux questions. Allez. Voilà. Et à titre d'exemple, donc calculer l'intégrale de 0 à 1 de x3 sinus x. Donc l'idée, c'est que dans cette formule d'intégration par partie généralisée ici, vous avez f fois gn, et à la fin, vous avez fng. Donc il y a une fonction qu'on va intégrer plusieurs fois et une autre qu'on va dériver plusieurs fois.
Évidemment, comme on a du x3 ici, vous êtes habitué, je pense maintenant, on va dériver plusieurs fois le x3, donc la fonction polynomiale, la fonction qui a x associé x3, on la dérive plusieurs fois, et puis on va intégrer le sinus pour tomber sur des plus ou moins sinus et plus ou moins cosinus, suivant la parité du nombre de fois où on intègre. Alors là, j'ai dit on peut choisir entre n égale 4 et n égale 3 pour appliquer la formule. J'ai pris n égale 4 parce que comme ça, en dérivant 4 fois la fonction polynomiale, à la fin, on va trouver 0. Bon, donc j'ai remplacé tout simplement la formule ici. J'ai écrit au-dessus le détail des différentes dérivées de f. Et j'ai pas écrit celle de g parce que c'est plus simple. C'était juste pour détailler un petit peu. Donc la formule est exprimée ici donc avec n égale 4, puisqu'on va de 0 à 3, donc il y a 4 termes. On se retrouve avec la dérivée quatrième de la fonction qui est nulle, donc l'intégrale finalement est nulle, c'est ce que j'ai écrit là, plus 0. Et puis là, dans le gros crochet, eh bien, il faut écrire les dérivées successives, donc enfin, les produits de dérivées successives, donc les f dérivées k fois g dérivée 3 moins k fois. On remplace, on calcule les valeurs entre 0 et pi, bon c'est calculatoire, c'est pas... faut être juste un petit peu attentif, et donc on trouve pi au cube moins 6pi pour le résultat final. L'exercice 9. Donc sur l'exercice 9, montrer que si f est impair, donc l'intégrale de moins a à de f de x dx est nulle, donc évidemment géométriquement, intuitivement c'est évident, mais c'est pas la bonne réponse. Donc comment est-ce qu'il faut faire? Eh bien l'idée, même géométriquement, mais on va la traduire rigoureusement, c'est que l'intégrale entre moins a et 0 est égale à moins l'intégrale entre 0 et a. Donc il faut absolument découper l'intégrale de moins a en intégrale de moins a à 0 plus intégrale de 0 à a. Donc là, ça c'est fait. Et une fois qu'on a ça, que fait-on? Pour démontrer qu'elles sont opposées, il suffit pas de, faut pas l'affirmer, il faut le démontrer. Et donc l'idée, c'est... il manque un petit égal, j'ai voulu rajouter phi de x, excusez-moi, ici, je me rends compte qu'il manque un égal. Donc u égale moins x égale phi de x, c'est la fonction de changement de variable. C'est bien une fonction de classe C1, et donc on peut effectuer le changement de variable. Donc j'ai fait un changement de variable dans la première intégration. Donc on a l'intégrale de moins a, de f de phi de a à phi de 0. Donc on se retrouve avec l'intégrale de a à 0 de f rond phi fois phi prime. Donc phi de x égale moins x. Donc f rond phi, ça nous donne du f de la fonction opposée, si vous voulez, appliquée à la variable u, là, que j'ai prise comme variable d'intégration, et fois le phi prime, donc le phi prime, la dérivée, puisque phi de x égale moins x, phi prime, ça vaut moins 1. Et donc le moins 1 ici fait que, comme la fonction f est impaire, f de moins u c'est moins f de u, et donc f de moins u, c'est donc moins f de u, on a un moins qui sort devant le f, on a un moins 1 donc on a plus, mais c'est l'intégrale de a à 0, et l'intégrale de a à 0 de f de u du. Si on lui rajoute, donc la deuxième intégrale, je n'y ai pas touché du tout, la deuxième intégrale, l'intégrale de 0 à a de f, je n'y ai jamais touché, et donc on a l'intégrale de a à 0 de f plus l'intégrale de 0 à a de f, et donc finalement ça vaut 0, puisque on utilise le fait que l'intégrale de 0 à 0 d'une fonction c'est 0. Alors, question... donc si la fonction f est t périodique, l'intégrale de a à t de f, c'est l'intégrale de 0 à t de f. Alors évidemment, là aussi, géométriquement, ça se voit bien. Comme je le disais, intuitivement, c'est facile à démontrer rigoureusement un peu moins. Donc à nouveau, il faut un changement de variable. Ce que j'ai fait ici, c'est que donc j'ai ramené, en fait, j'ai considéré n la partie entière de a sur t. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le petit a, en fait, c'est n fois, est compris entre nt et nt plus t. C'est-à-dire que le petit a, ce nombre-là, la borne inférieure, là, est compris entre deux multiples de la période, puisque nt à gauche et nt plus t, c'est-à-dire à droite n plus 1t, ce sont deux multiples de la période. Et donc, le petit a étant compris entre deux multiples de la période,
Ouais, je regardais les messages en même temps, d'accord. Le clavier ne marche pas bien. Ah oui, d'accord, ok. Euh, et donc, comme le petit a est compris entre deux multiples de la période, l'idée c'est de soustraire la période. Alors, je crois que j'ai pas fait de dessin, voilà. Euh, donc, si vous voulez, vous avez donc la droite réelle ici. Là, on est à zéro. Alors, je crois qu'il y a je peux dessiner à un moment donné. On regarde si je peux dessiner avec quelque chose, mais ok. Non, c'est pas ça que je veux. Bon, tant pis. Euh, et donc là, on est à zéro, voilà. Et ensuite, donc on a à un moment donné ici, on a nt. Et là, on va avoir n plus 1t. Et le petit a, il est compris entre les deux. Voilà. Pourquoi c'est violet, je sais pas trop. Bon. Et donc l'idée, c'est de se ramener à l'intégrale donc de 0 à t. Donc puisque ici on va avoir t. Voilà. Et donc, il faut se ramener à l'intégrale entre 0 et t. Voilà ce qu'on doit faire à la fin, puisque c'est clairement voilà les bornes de l'intégrale ici. Alors, donc pour ça, donc le petit a, on va le décaler, on va faire une translation, si vous voulez, en soustrayant nt. Et donc, puisque juste à gauche, la grosse barre, c'est nt, à droite, c'est n plus 1t, donc en soustrayant nt, on va ramener le petit a à une valeur. Donc, j'essaie de mettre en couleur, je n'ai pas compris que c'était pourquoi c'était. Voilà. Donc ici, on doit avoir exactement, je pense que je suis bien là, voilà, a plus nt. Ok. Donc voilà, c'est ce qu'on fait géométriquement. Et ensuite, donc puisqu'on va intégrer, pardon, excusez, j'ai une plus nt, non pardon, c'est pas plus nt tout en bas en violet, c'est a moins nt, excusez-moi, a moins nt. Et donc le a moins Ouais, nt, mais vous voyez rien sur ce que je fais dans les dessins? ouais, on voit pas, on voit pas. Ah super, en plus je m'embête à faire là. Bon bah Mais j'efface tout, ok. en fait, on est sur la démo dessus. Vous n'êtes pas sur la page. En fait, on est sur. En fait, on voit, mais on voit la première solution. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, parce que j'ai mis autre solution. Pas Oui, la d'accord. deuxième. D'accord, ok. Alors, ou alors, bon, Ah ouais. dans ces cas-là, je vais passer à la deuxième parce que la première sans les dessins, c'est moins clair. Ok. Donc la deuxième, alors le plus simple, elle est un petit peu plus simple aussi dans ces cas-là, ça évitera les dessins. Donc l'intégrale de a à t, on veut faire apparaître dans le résultat, dites-moi si maintenant vous voyez, on veut faire apparaître l'intégrale de 0 à t. Vous voyez là ou pas quand j'encadre? Oui. Ok, Oui. donc c'est reparti. Donc on veut faire apparaître l'intégrale de 0 à t. Donc bah, puisqu'on veut la voir apparaître, pas par du châle, je force un petit peu. Donc l'intégrale de a à plus t, c'est l'intégrale de a à 0, plus l'intégrale de 0 à t, ça y est on la fait apparaître, plus l'intégrale de t à plus t. Donc l'intégrale de 0 à t qui est au milieu, je la laisse au milieu. Et puis donc l'idée, c'est les deux intégrales de gauche et de droite, nécessairement, elles doivent être opposées. Donc je ne touche pas à celle de gauche, et je vais modifier celle de droite. Donc l'intégrale de t à a plus t pour se ramener à une intégrale de a à 0. Alors comment faire ça? Eh bien, par un changement de variable. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut faire un changement de variable. Donc là, j'ai posé u égale petit t moins grand t. Donc en fait, u est égal à phi de petit t. Phi prime de petit t, c'est 1. C'est pour ça qu'il n'y a pas de phi prime qui apparaît explicitement sur là où il y a là où il y a ma souris. Ici, il devrait y avoir après la parenthèse et avant le du, il y a un 1 en fait. Et donc on a f rond phi de t fois phi prime de t dt. Les changements de borne, donc on se retrouve avec l'intégrale entre 0 et a. Alors pourquoi ça? Attendez. Parce que tout simplement, on a soustrait grand t aux bornes, hein, voilà, donc on se retrouve entre 0 et a. Voilà, j'avais plus en tête.
Et ensuite, donc puisqu'on a du f de u plus t, on utilise maintenant la périodicité de la fonction petit f, et donc tout simplement f de u plus t, c'est f de u, pour passer à la ligne qui est ici. Voilà. Et enfin, il n'y a plus qu'à changer l'ordre des bornes. L'intégrale de 0 à a, c'est moins l'intégrale de a à 0, ce qui fait qu'on retrouve quelque chose d'opposé à ce qui est à gauche. Et donc on retombe sur le... Finalement, il ne reste plus que l'intégrale de 0 à t de petit f. Donc de toute façon, quoi qu'on fasse, il y a un moment donné, il faut faire un changement de variable. C'est vrai que là, j'ai pas écrit la fonction phi, elle est de classe C1. De toute façon, c'est une fonction affine, donc elle est de classe C1, mais pour le faire proprement, il faudrait le dire. Voilà, des questions ou pas sur celui-ci?